Bienvenue à tous. Nous évoquons dans ce numéro de votre émission Focus la santé mentale et ceci à l'occasion de la journée mondiale dédiée à cette préoccupation qui devient de plus en plus grandissante. Je reçois pour vous sœur Isabelle Aziablé. Vous êtes directrice du centre de santé mentale Paul-Louis René de Kégué-Clégougan. Nous sommes à Lomé. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation, ma sœur. Merci, monsieur. Alors, sœur Aziablé, comment pouvez-vous nous présenter le centre dont vous avez la direction? Merci, monsieur Keita. Bon, comme vous le dites, je suis Isabelle Aziablé, sœur de l'Institut des sœurs hospitalières de Notre-Dame de Compassion. Et le centre de santé mentale Paul-Louis René a vu le jour depuis 2013. Ce centre est à Kégué-Clégougan, derrière l'école américaine. Bon, disons que vous quittez du marché de Hijranaoui et vous allez au contournement. Du coup, juste après le rond-point Tingan, qui est rond-point d'Agbeneva en même temps, à côté, il y a la station Somayaf. Donc, dans le vent, il y a le centre juste à côté. Merci. Alors oui, ce centre, on l'a introduit brièvement parce que vous vous occupez de la santé mentale. Oui. Quel est le profil de vos pensionnaires? Merci. Et je peux vous dire que nous recevons plus les personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques. La majorité, c'est ça. Mais la médecine générale couvre. Donc, ça dépend de quoi vous souffrez. Toute personne serait la bienvenue. Et aussi, les personnes indépendantes des substances psychoactives. Et souvent, c'est les jeunes qui sont plus atteints, ciblés. Quand vous parlez de substances psychoactives, vous pensez à quoi? Pensons aux drogues, à l'alcool, et les médicaments de toutes formes que les gens abusent de façon, on commence doucement et par après ça devient une dépendance pour la personne, souffrance pour la personne. On n'arrive plus à quitter ces genres de substances. Alors ces personnes dont vous prenez la charge, comment parviennent-elles à votre centre? Ok, il y a certains, eux-mêmes, ils viennent librement. Bon, ma soeur, ça fait un bon moment, je souffre de ceci, vous pouvez m'aider? On vous a écouté à la radio, paraît-il que vous êtes mieux placé pour nous aider. Il y a des gens qui viennent librement. D'autres, c'est la famille qui les aide à venir. Parce qu'arrivé à un moment, ça devient une maladie pour la personne, mais la personne même ne se rend pas compte. Du matin au soir, si la personne ne prend pas de l'alcool, c'est pas lui. S'il ne fume pas, c'est pas lui. S'il ne prend pas de tramadol, des médicaments à tort et à travers, d'autres c'est paracétamol par exemple, et ce n'est pas lui. Donc c'est la famille qui fait la remarque et les amène par force ou bien par négociation. Et vous en avez combien dans votre centre? Bon, je peux dire que ça change de climat en climat. Il y a des moments, disons que nous gardons les patients aussi en hospitalisation et la durée moyenne c'est 1 mois. Ça peut arriver qu'il y ait des gens qui fassent moins d'1 mois ou plus qu'1 mois. Et en moyenne, on peut avoir 12-15 dans le mois. Dans le mois. Ma soeur, quand on parle de la santé mentale, oui, à quoi fait-on concrètement allusion? Bon, quand on parle de la santé mentale, tout d'abord, ne pensons pas que c'est quand il y a absence de troubles mentaux ou troubles psychologiques. C'est le bien-être ou bien la bonne santé physique, le bien-être émotionnel, psychologique et social, ce qui regroupe beaucoup de choses. Et dans la définition de l'OMS, on nous dira que c'est le bien-être qui permet à vous et à moi de se sentir bien, être productive, de travailler de manière productive et fructueuse, être capable aussi d'apporter sa contribution à sa société, à sa famille, à son entourage, être utile à soi d'abord. Se sentir à l'aise et confiance en soi. Voilà. Et vous assurez au niveau de votre centre, vous l'avez dit, la prise en charge globale du patient aussi bien sur le plan physique que mental. Oui. Alors, qu'en est-il de leur réinsertion sociale? Est-ce que le centre, une fois que le patient a quitté le centre, est-ce qu'il y a un autre suivi que vous leur assurez? Voilà, merci. Et de vous à moi, disons que toute personne qui traverse
une situation douloureuse, ça peut être paludisme. Après tout, on perd une certaine autonomie de ce qu'on était. Du coup, chez nous, c'est la prise en charge holistique pour dire qu'on touche l'être humain dans sa totalité, sur le plan psychique, médical et autres. Maintenant, la sortie, que deviendrait ce type? Il y a le service de réinsertion dont sa charge c'est d'identifier chaque patient avec ses besoins spécifiques et mettre des stratégies spécialisées et spécialisées pour ces genres de personnes. Qu'est-ce que lui, il a besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Donc, ce service, en collaboration avec les personnes de bonne volonté, on a le minimum pour les mettre dans de bonnes conditions à continuer leur vie, soit les outils ou bien les ressources nécessaires pour surmonter les difficultés de tous les jours et vivre normalement au quotidien par nos appels, les visites à domicile, voir comment ils sont, où est-ce qu'ils étaient et à la sortie, ils vont rester où, avec qui, ils vont faire quoi. Donc, c'est le travail du service de réinsertion pour accompagner ces victimes, je peux le dire. Quelqu'un qui sort de traitement de paludisme devient victime en ce temps. Comment on va les aider? Et c'est ce que le service de réinsertion essaie de faire avec l'aide de gauche à droite. Et assurer cette mission pour vous n'est pas sans difficulté. Ça fait plus de 10 ans que le centre a été créé. Ouais. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Voilà, vous êtes bienvenus. Les difficultés, il y en aura toujours et nous en rencontrons aussi. Tout d'abord, sur le plan structural, nous pouvons dire que pour le moment, nous n'avons pas encore service d'urgence en psychiatrie en bonne et due forme. Donc cela constitue un défi pour nous aussi. Si nous quittons au niveau du personnel, je viens de dire que des fois l'hospitalisation, on peut avoir 10, 15 patients. Mais la garde, c'est un infirmier. Pour dire que des fois, la demande dépasse notre capacité, ce qui pèse sur l'effectif. Et nous demandons au gouvernement, à l'État, de nous appuyer techniquement dans la mesure du possible. Nous recevons beaucoup de cas sociaux qui constituent un défi pour nous aussi. Nous avons le désir de faire plus que cela, mais nous n'avons pas tout ce qu'il faut. Donc, la présence de ces cas sociaux aussi constitue un défi pour nous. Comment faire pour venir au secours quand même à un niveau donné? Puisque le centre s'auto-prise en charge depuis un bon moment, du coup, financièrement, ça pèse sur nous. Oui, ça m'amène à vous poser cette question. D'où le centre tire-t-il ses ressources pour faire face à ces défis? Je peux dire que grâce à Dieu, c'est sur les revenus de tous les jours. On tourne sur les recettes journalières. Bon, voilà. Comme je l'ai dit, depuis plus de 6 ans, on n'a pas de subvention. Donc, c'est ça. On fait de notre mieux avec les moyens de bord. Accès aux services, la santé mentale dans les catastrophes et les situations d'urgence. Que revêt pour vous ce thème retenu à l'occasion de l'édition 2025 de la Journée mondiale de la santé mentale? Voilà, merci M. Gaëtan. Et pour ce thème, qu'est-ce que nous voulons dire, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est pour nous lancer, oui, un appel. Les catastrophes, les moments de difficulté, les moments d'urgence, ça viendra toujours. Et qu'est-ce qu'on met dans ces moments-là? Par exemple, le décès brutal d'un proche, les déceptions, les moments où les marchés brûlés et autres, là, les victimes. Quels soins nous les accordons? Souvent, on se penche plus la sécurité physique. Mais qu'en est-il pour notre esprit, notre émotion? On oublie souvent. Donc ce thème vient nous rappeler que pendant et après ces moments de difficulté, de catastrophe, il faut penser à l'être humain dans sa totalité, dans sa globalité, en l'accompagnant psychologiquement, en l'invitant, en l'orientant vers les professionnels de santé mentale pour leur accompagnement, pour que la prise en charge soit élargie dans tous les sens, pas seulement se focaliser sur le physique. Et à l'occasion de la commémoration de cette journée, comment est-ce que vous l'avez marqué à votre niveau? Merci. Pour cette année particulièrement, nous avons organisé au sein du centre de santé mentale 3 jours d'activité. Nous avons commencé depuis mercredi. Et qu'est-ce que nous faisons? Les consultations à médecine générale,
en psychologie et en psychiatrie sont gratuits. Et certaines analyses aussi se font gratuitement. De là, nous profitons pour remercier nos collaborateurs, les laboratoires qui nous ont fourni ces réactifs-là. Pourquoi nous pensons marquer cette journée avec ces activités? D'après notre analyse, nous recevons beaucoup de patients, mais il y a beaucoup aussi qui ne reviennent plus pour les contrôles. Et quand tu cherches à comprendre, il n'y a pas le moyen. Parce que les contrôles sont payés à 2000. Il y a certains qui ne trouvent pas le moyen, peut-être pour le déplacement, et venir payer encore 2000, après acheter médicaments et autres. Du coup, nous passons par cette opportunité, lancer cet appel que, bon, hier c'est déjà parti, mais aujourd'hui encore, il y a encore la possibilité de venir. On vous voit sans payer, on fait certaines analyses sans payer, mais le médicament, bon, comme vous le savez, les médicaments en psychiatrie sont les plus chers, mais il n'y a pas encore de subventions pour cela. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire pendant ces 3 jours. Et voilà. Et pendant ces 3 jours d'activité, quel regard vous avez porté sur l'intérêt des populations à ces activités? Est-ce qu'il y a eu de l'affluence? Ouais. Combien de patients avez-vous reçus? Merci. Il y a eu de l'affluence et nous avons senti aussi que, particulièrement pour cette année, les gens s'intéressent plus à écouter, à apprendre de la santé mentale. Puisque dans les années antérieures, on a peur, on a honte de visiter les centres de santé mentale. Mais pour cette année, les gens sont venus librement et d'autres, on les a accompagnés. D'autres, j'ai entendu le message à la radio. Du coup, je suis venue voir ce que vous faites. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi aussi? Donc, on a senti qu'il y a de plus en plus qu'on prend on s'intéresse à apprendre de la santé mentale. Et en moyenne, le premier jour, je peux dire, tout patient mélangé, on peut avoir les 80. Voilà. On a l'habitude de dire que nous péchons par ignorance. Voilà. Et quelles sont les personnes susceptibles ou à risque de développer ce qu'on peut appeler une maladie mentale? Bon, la maladie mentale, tout le monde en a, mais à degrés différents. Et enfants, jeunes, personnes âgées et autres. Mais les plus à risque, par exemple dans les familles où il y a déjà les proches qui ont déjà la maladie, la descendance, il y a plus de risques qu'ils fassent la maladie, mais ça dépendra des facteurs déclenchants, des facteurs extrinsèques, je peux le dire ainsi. Les personnes sous dépendantes des substances psychoactives, surtout ceux qui prennent du cannabis, sont les personnes à risque à développer la maladie. Ils sont prédisposés. Être prédisposé, ça veut dire que vous êtes à un pas de la maladie. Mais qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va déclencher la maladie plutôt chez ces gens de personnes? On vient de parler du thème, les moments de catastrophe, les moments de difficulté, les urgences. Sont des facteurs qui pourraient booster l'humeur chez la personne. Quelqu'un qui trimballe déjà la maladie, c'est comme la tension, diabète. Papa et maman sont hyper tendus. Dans la descendance, pas forcément que tout le monde manifeste la maladie, mais si on ne sait pas manger, on ne sait pas se contrôler dans la société, on s'énerve du matin au soir, un jour on va vous dire que tonton, votre tension est élevée et on vous détecte comme ça, un hypertendu. C'est de la même manière pour la maladie mentale aussi. Donc les personnes à risque, ça voudrait dire que la maladie existe déjà dans la famille. Ça voudrait dire que vous êtes sous-dépendant de quelque chose qui essaie de vous détruire progressivement et vous êtes à l'abri de... Voilà. Alors, mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Oui. Comment prévenir ces maladies mentales? Merci. La prévention, nous pouvons dire qu'il y a 3 niveaux. Niveau primaire, il faut faire tout ce qu'il faut pour ne pas tomber dans ce piège-là. Pour arrêter ou bien, il ne faut pas donner un feu vert à la maladie mentale. Qu'en faisant, il ne faut pas s'énerver de trop. On ne refuse pas la colère. On peut t'énerver aujourd'hui, mais de temps en temps, il faut quitter. Avoir le moment de loisir, sortir, créer, récréation, et voilà. Maintenant, au niveau secondaire, on se dit que la maladie existe déjà. À côté de vous, vous êtes prédisposé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être attentif des signes. Être plus proche de ceux qui sont déjà dans la situation et se prévenir. Tu vois que papa et maman ils sont déjà dans la situation et ils s'énervent, ils ne dorment pas, ils ne mangent pas. Toi qui es leur enfant, tu vas tenir compte de leurs symptômes pour t'énerver aussi? Non, tu connais déjà
le terrain. Donc, c'est à toi de prendre tes dispositions. Niveau tertiaire, c'est parce que j'ai déjà la maladie. Il faut que j'accepte ma situation. Je m'adapte à la situation. Aller régulièrement au contrôle. Aller dans les centres pour avoir des conseils. Je n'ai pas de soutien, de moyens financiers pour aller, mais je dois aller pour les parler. Donc, pour éviter la complication chez ceux qui en ont déjà, il faut respecter les consignes médicaux. Attentif aux signes précurseurs et n'ayez pas honte de parler de ce qu'on vit comme souffrance mentale. Merci. Parmi les facteurs de risque, vous partez en guerre contre la consommation des substances psychoactives dont vous avez longuement parlé sur ce plateau et autres drogues, notamment en milieu scolaire. Comment se présente la situation? Est-ce que c'est une réelle préoccupation pour vous? Ah oui, de nos jours, c'est abondant, ça préoccupe vraiment parce que, bon, la plupart des étudiants, bien des élèves n'amènent pas de drogue comme ça, en espèce, vous allez voir. Soit c'est par les bonbons, par les sandwichs, ils ont des systèmes pour amener cela. Et ça échappe souvent les enseignants, les responsables des établissements. Et d'après les études, on a constaté que quand on a interrogé les étudiants, les élèves dans les établissements, 18% au moins prennent de drogue et 64% prennent de l'alcool dans les écoles. En milieu scolaire. En milieu scolaire. Ce qui échappe les parents à la maison parce qu'ils ont, quitté papa, maman, je vais à l'école. Mais à l'école, soit ils ne sont pas là dans les classes, ils sont dans la brousse en train de faire de n'importe quoi. Et nous sollicitons les enseignants, les responsables des écoles de voir l'effectif dans les classes. Plus l'effectif à redoubler beaucoup plus de vigilance. Voilà. Ma soeur, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un appel à lancer sur ce plateau? Si je peux lancer un appel, c'est pour nous inviter à être plus attentifs l'un de l'autre. Tendons-nous les mains les uns les autres. Vous êtes dans la situation, je suis dans la situation. Il faut que je sois plus près de vous, que vous soyez plus près de moi. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de visiter les centres, de visiter les professionnels de santé mentale pour avoir des conseils pour soi et pour son entourage. C'est l'appel de sœur Isabelle Aziablé, directrice du centre de santé mentale Paul-Louis René de Kégué-Kélégougran. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, monsieur Gaëtan. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. Merci.